Vous êtes sur TV5 Monde, 64 minutes. Deuxième partie à la une de l'actualité, le grand oral de Vladimir Poutine. Un an après l'invasion de l'Ukraine, le président russe accuse les Occidentaux d'avoir provoqué cette guerre et il annonce que Moscou suspend sa participation au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. On y revient dans un instant avec nos invités. La réplique de Joe Biden n'a pas tardé. En visite à Varsovie, en Pologne, le président des États-Unis a déclaré que l'Ukraine résiste, l'Ukraine est libre. Voilà ce qu'a dit le chef de la Maison-Blanche, pour qui également l'OTAN est plus forte que jamais. Fin de citation. Et sur le front militaire, l'Ukraine annonce la mort de 5 civils au moins après des nouvelles frappes russes sur Kherson, dans le sud du pays. 16 personnes ont été blessées. Volodymyr Zelensky parle ce soir de cruauté de la Russie. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place au grand angle de ce journal. Grand angle consacré au grand oral du président russe Vladimir Poutine à 3 jours dès un an de l'invasion de l'Ukraine. Avec nous pour en parler, Pierre Laurin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Russie, de l'Ukraine, de l'espace post-soviétique, auteur du livre L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Avec nous également à Kiev, en Ukraine, Lucas Aubin, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur du livre Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Avant d'entendre votre décryptage, messieurs, on va voir ce qu'il faut retenir de ce discours, les temps forts de ce discours de Vladimir Poutine à la nation russe. Des images commentées par Antoine Delpierre. Dès le petit matin, aux abords de la place Rouge, l'atmosphère s'est brusquement crispée, trahissant la tension des grands jours. Au Gostiny Dvor, vaste immeuble à 2 pas du Kremlin, Vladimir Poutine a tenu son grand discours annuel devant l'élite politique du pays. Un discours largement consacré à ce que le président russe appelait jusqu'alors l'opération spéciale en Ukraine, lui préférant cette fois-ci le mot guerre. La responsabilité de l'alimentation du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l'actuel régime de Kiev. Je veux le répéter, ce sont eux qui ont déclenché la guerre et nous avons utilisé et utilisons la force pour l'arrêter. Une guerre qui, selon Vladimir Poutine, dépasse le territoire ukrainien. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. Pour appuyer la dimension civilisationnelle du conflit qu'il a présenté au clergé, personnel politique et militaire présent dans la salle, le président russe s'est lancé dans un portrait au vitriol de l'Occident, qualifié de décadent. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple. La destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme. C'est la norme de leur vie. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. S'il n'a pas exposé de stratégie pour remporter le conflit ukrainien, alors que son armée est à la peine sur le terrain depuis des mois, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire, menaçant de réaliser de nouveaux tests en réponse à d'éventuels futurs essais côté américain. Et on va revenir sur cette question du nucléaire, mais d'abord un mot sur la forme. Pierre Laurin, comment avez-vous trouvé la prestation de Vladimir Poutine et ce qu'on pourrait appeler le décorum avec l'Assemblée fédérale notamment, mais pas seulement? C'est traditionnel, hein. C'est tous les ans la même chose, dans le même décorum, c'est très très russe. À la même époque ou c'est un hasard du calendrier? Ah non, 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 c'est toujours au mois de février. Le discours où il présente, c'est l'équivalent du discours de l'État de l'Union aux États-Unis. Le président américain tire les conclusions de l'année qui s'est écoulée et dresse des perspectives pour le futur. Là, c'est exactement la même chose, à part que... C'est 100% consacré à la guerre en Ukraine. Et puis, non, parce qu'il a tout de même donné des indications économiques, etc. Mais l'essentiel, c'était la guerre en Ukraine. Mais vous dites c'est tous les ans au mois de février, mais là, on est 2 jours avant. Donc, forcément, il aurait pu le faire après, c'est un choix. Ah non, l'année dernière, c'était le 22. D'accord, donc on est pile poil dans les temps. Oui, on est dans C'est peut-être l'inverse, alors c'est peut-être l'invasion de l'Ukraine qui a eu lieu à l'époque, juste après son discours, juste après, Parce qu'en fait, le vrai anniversaire, du coup, c'est plutôt là. En fait, le véritable déclenchement des hostilités, même s'il n'y a pas eu
d'intervention militaire tout de suite, c'était le 21 février. C'est là où Poutine a reconnu l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, ce qui a effectivement permis à ces républiques de demander l'aide de la Russie, le 24, elle était accordée. Et on voit Lucas Aubin en direct à Kiev, en Ukraine, qui acquiesce. C'est un an jour pour jour, c'est ce qu'il faut retenir, notamment Lucas Aubin. Oui, évidemment, c'est difficile de ne pas penser au fait qu'on approche entre guillemets, du tragique anniversaire de l'invasion. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ce discours, il est habituel, il est annuel, effectivement, et on se souvient tout à fait que le début des hostilités avait bien commencé le 21 février et que c'était le moment en fait du grand emballement, hein, entre guillemets, et derrière les choses se sont vraiment accélérées. Sur la forme, Vladimir Poutine a fait du Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il était globalement assez stoïque. Il a tenu la parole pendant relativement longtemps finalement, et il a décliné les objectifs de la Russie pour l'année à venir. Lucas Aubin, comment ce discours est vécu sur place à Kiev, en Ukraine? La question peut surprendre, mais c'est vrai que quand il y a un conflit dans le monde, en général, y compris la partie adverse, écoute attentivement le chef qui va prendre la parole, l'adversaire. Comment c'est vécu ce grand oral de Vladimir Poutine en Ukraine? Alors c'est une très bonne question et j'en ai beaucoup parlé autour de moi pour essayer de prendre un peu la température, et globalement la plupart des gens ne l'écoutent pas, tout simplement parce qu'ils ne le croient pas en fait, qu'ils considèrent que sa parole n'est que mensonge et qu'elle l'a toujours été depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et donc concrètement il y a une forme de désintérêt volontaire, si vous voulez, qui est assimilable à de la défiance vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Pierre Laurin, tout le monde était là, l'Assemblée fédérale, donc notamment les députés de la Douma, à une exception près. On a vu des responsables religieux, on a vu Sergueï Shoigu, le chef des armées russes, le ministre de la Défense plutôt, pas de Yevgeny Prigojine. Parce que Prigojine a, comment dirais-je, une position très particulière puisqu'il ne fait partie de rien. Il est le patron du groupe Wagner. En ce moment, on soupçonne qu'il y ait des tiraillements entre l'armée, le groupe Wagner et Prigojine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est simplement un brouillard de guerre, de la poudre aux yeux? On ne sait pas réellement. Mais effectivement, Prigojine, il aurait pu être invité, il ne l'a pas été. Est-ce que c'est un signe? Mais il dérange, selon vous? Je ne pense pas réellement qu'il dérange parce qu'il obtient des résultats. En revanche, c'est vrai que ces résultats... Bakhmout n'est toujours pas tombé, hein? Non, mais ça c'est normal. Ce sera au mois de mars, au mois d'avril. C'est normal. Il faut qu'il finisse l'encerclement. Bon, ça prend du temps. Mais ce qui est très important pour Prigojine, c'est qu'il obtient des résultats alors que l'armée russe est pour le moment un peu l'arme au pied. Il y a des unités, en particulier les parachutistes, qui participent au combat autour de Bakhmout. Mais ce n'est pas l'ensemble de l'armée. Et donc peut-être qu'il y a un petit ressentiment de la part des militaires haut gradés en disant lui, il est là alors que nous, on ne peut pas. Bon, c'est assez compliqué. Et puis surtout, je parlais de brouillard de guerre, mais cela s'applique non seulement sur le terrain, mais également au Kremlin. On ne sait pas actuellement. D'habitude, il y a toujours des confidences. Et là, les confidences existent, mais elles sont contradictoires. Tout le monde dit tout et son contraire. Alors, messieurs, on va aborder maintenant le fond. Avant de poser la question à Lucas Aubin, je vous la pose, Pierre Laurin. Il y a tout de même une information, quoi qu'on pense de Vladimir Poutine, qui fait beaucoup réagir ce soir. C'est cette suspension. Vladimir Poutine a dit, je le répète, il a dit 2 fois, nous ne sortons pas de ce traité, mais nous suspendons notre participation. Pourquoi est-ce que ça fait autant parler ce soir ? Eh bien, parce que généralement, ce ne sont pas les Russes qui se retirent des traités internationaux. Premièrement, depuis 2000, en gros depuis 2002 plus exactement, les Américains se sont retirés des principaux traités internationaux. Par exemple, bien entendu, le traité contre les missiles, les systèmes de missiles antimissiles, le système ABM, donc, du traité sur les armements nucléaires de portée intermédiaire, dernièrement, et la Russie, jusqu'à présent, s'est contentée d'acquiescer parce qu'elle ne pouvait pas faire autre chose.
la Russie a suspendu et s'est retirée du traité des forces conventionnelles en Europe. Ça, c'est vrai. En revanche, là, ce traité, le New START, c'est un traité qui a été signé en 2010, qui avait une durée de 10 ans, et au moment de le renouveler, les négociations ont échoué. Et ce n'est pas réellement la faute des Russes, c'est plutôt la faute des Américains qui étaient très hésitants. C'était en 2020. Et il s'agissait au dernier moment de garder tout de même cet outil, et donc il a été prorogé de 5 ans, qui devait permettre justement une autre négociation. Mais les négociations aujourd'hui sont au point mort. Alors Lucas Aubin, concrètement, qu'est-ce qui change? Ça veut dire qu'aujourd'hui la Russie peut, comme elle est sortie de ce traité New START, elle peut réaliser des essais nucléaires. Vladimir Poutine demande aux autorités russes de se tenir prêtes à en effectuer, c'est ça? Alors, techniquement, je ne sais pas si elle le peut. En tout cas, l'objectif, il est clairement de mettre la pression sur les puissances occidentales qui, on le sait, livrent des armes désormais offensives, et notamment des tanks à l'Ukraine. On s'attendait à ce que Vladimir Poutine fasse part de nouvelles décisions, disons d'un point de vue militaire, de décisions importantes. On n'en a pas eu vraiment finalement sur le terrain. On a eu effectivement à Kherson cette attaque qui a eu lieu aujourd'hui, mais qui n'a pas semblé être un changement majeur dans la guerre finalement. Donc aujourd'hui, on sent bien que Vladimir Poutine, il n'a pas forcément les moyens militaires pour répondre à l'armée ukrainienne avec le concours des puissances occidentales. En tout cas, il est en difficulté, et de fait, il répond à nouveau avec la question du bluff, finalement, du bluff nucléaire. Il l'avait déjà utilisé au début de l'invasion, en mars notamment. Il le refait aujourd'hui en mettant sur pause la participation russe à ce traité. Néanmoins, il faut voir ça aussi comme une forme de paravent, c'est-à-dire que la Russie est en difficulté, elle cherche des solutions pour mettre la pression aux puissances occidentales. Aujourd'hui, ces pressions sont globalement plutôt, je dirais, symboliques. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant. Alors, on a évoqué, bien entendu, l'aspect civilisationnel. Pour ne citer qu'une phrase, notre pays est une civilisation à elle seule. Nous devons la préserver pour nos descendants. Voilà ce qu'a déclaré Vladimir Poutine, qui joue toujours sur la carte, selon lui, d'un Occident décadent. L'aspect des sanctions, maintenant, Pierre Laurin. Vladimir Poutine dit l'Occident s'attendait à un effondrement de notre économie. Nous avons renforcé nos liens avec nos partenaires stables. Il a raison ou pas ? Je pense que, comme le constate le Fonds monétaire international, dans les perspectives pour la croissance russe dans les prochaines années, il a plutôt raison. C'est-à-dire que, avec les sanctions, les Européens en particulier se sont un peu tirés une balle dans le pied en pensant qu'elles allaient produire des effets immédiats. Et ils ont oublié qu'il y a 80% de la planète qui n'est pas occidentale, qui ne considère pas que la Russie a commis un crime abominable en envahissant l'Ukraine, et que les relations économiques avec la Chine, avec l'Inde, avec d'autres pays que l'on ne soupçonne pas, par exemple en Afrique, en Amérique latine, en Asie, la plupart des pays d'Asie, même la totalité des pays d'Asie, n'admettent pas les sanctions et ne collabore pas aux sanctions occidentales. Il y a des produits quand même que la Russie se faisait livrer de Corée du Sud, elle ne peut plus. J'ai vu un reportage de confrères où elle allait en Biélorussie les chercher. Il y a toujours le problème, c'est que ce sont des entreprises qui livrent. Et les entreprises, contrairement aux États, sont soumises aux sanctions américaines dès qu'elles emploient le dollar. Donc, toutes les entreprises coréennes ou taïwanaises ou autres qui commercent en dollars sont obligés de faire très attention pour ne pas s'attirer les sanctions américaines. Et Lucas Aubin, c'est intéressant ce que dit Pierre Laurin, mais est-ce que du coup Vladimir Poutine, que ce soit d'ailleurs sur la civilisation, mais sur le plan économique, il s'adresse aussi en fait aux opinions publiques occidentales ? Son objectif à Vladimir Poutine depuis à peu près 2007, c'est de construire un nouvel ordre mondial multipolaire où la Russie finalement jouerait un rôle majeur. Ça, c'est son objectif sur le papier, c'est ce qu'il répète dans de nombreux discours depuis maintenant environ un peu plus de 15 ans, je dirais. Néanmoins, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. On le voit là depuis quelques mois, la Russie s'est coupée d'un point de vue énergétique, ou en tout cas d'un point de vue gazier, de l'Union européenne, et effectivement, elle est en train, par exemple, de faire basculer son gaz vers la Chine. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que le prix du gaz revendu à la Chine par la Russie a baissé par rapport
au prix du gaz que la Russie vendait à l'Union européenne. Et de fait, étant donné que la Russie a moins de partenaires économiques d'un point de vue énergétique notamment, elle est dans une difficulté, puisque on sait bien que mettre tous ses œufs en économie dans le même panier, c'est finalement tirer les prix de vente vers le bas. Et en l'occurrence, la Chine, par exemple, pour ne citer qu'elle, multiplie ses partenariats, et on l'a vu notamment récemment signer des nouveaux contrats gaziers très très importants avec le Qatar par exemple, ce qui signifie bien que si la Russie rêve de ce monde effectivement multipolaire, et elle a raison, hein, comme vous le disiez juste avant, elle a raison, le monde est principalement non occidental, néanmoins l'économie, elle est majoritairement occidentale, encore pour nous. Ouais. Lucas Aubin, merci. Juste une petite phrase, on est pris par le temps, mais est-ce qu'on a 30 secondes, vous vouliez réagir, mais est-ce qu'on peut, vous voyez un signe d'escalade dans ce qu'a dit Vladimir Poutine? On parlait d'une grande offensive pour les 1 an de cette guerre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une offensive russe actuellement, tout simplement parce que la méthode de grignotage se suffit à elle-même. En revanche, l'offensive risque d'être l'offensive ukrainienne au printemps ou en été. La contre-offensive, donc. Oui, la contre-offensive. Cela va de soi. Merci beaucoup, Lucas Aubin, en direct de Kiev, en Ukraine. Et merci à vous, Pierre Laurin, pour vos éclairages à tous les deux ce soir, donc après ce discours.